C'est une femme comme on peut rencontrer des millions en France. C'est votre voisine en fait, Françoise, et c'est une plutôt jolie femme, aux yeux bleus, toujours souriante. Madame Safer est une femme très amoureuse et effectivement, elle l'a beaucoup investi amoureusement parlant. Éric Danoux, c'est une vie classique, j'allais dire ordinaire. C'est quelqu'un de très introverti, de replié. Physiquement, on avait espéré un peu mieux pour notre maman. Et voilà, après, elle semblait être contente qu'il soit là, donc on était aussi contente pour elle. Qu'elle appelle pas les filles, c'était pas possible. Ma sœur pouvait pas être partie quelque part sans appeler ses filles. C'était impossible. Disparu comment ça Je comprends pas en fait ce qui se passe. Je me dis mais elle peut pas avoir disparu comme ça. Sandra, c'est une femme qui est beaucoup plus jeune que Françoise, qui a une voix très fluette, comme une voix d'enfant. La rencontre entre Sandra et Éric est connotée par des jeux sexuels, c'est certain. On peut légitimement penser à ce moment-là que Françoise devenait gênante pour son mari. Là, la réaction, c'est la colère. Et alors, on appelle les enquêteurs pour leur dire mais on comprend pas, qu'est-ce qui se passe? Alors après, quand j'ai appris qu'il l'avait posée comme ça, puis l'a laissé au charognard, quoi, en fait, c'est quand même... il faut le faire quand même, quoi. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Chronique criminelle. Fin de l'été 2013, à Bourgogne, dans le territoire de Belfort, Françoise Safer, une quinquagénaire sans histoire, se volatilise du jour au lendemain sans laisser de traces. Rapidement, les enquêteurs excluent la piste du départ volontaire. Les semaines passent et toujours aucune nouvelle de Françoise. Toute sa famille, ou presque, est rongée par l'inquiétude, car son mari, lui, ne semble pas du tout inquiet. Il aurait même déjà refait sa vie. Mais cela en fait-il pour autant un coupable? Et qu'est-il vraiment arrivé à Françoise Safer? Aujourd'hui, pour Chronique criminelle, Renée, la sœur de la victime, mais aussi Marcel, son frère, reviennent sur cette tragédie qui a brisé à jamais leur famille. L'affaire Françoise Safer, une histoire racontée par Jacques Pradel. Le territoire de Belfort est le plus petit département de France, au sud de la région Franche-Comté. Sa préfecture, Belfort, une ville plutôt tranquille, célèbre pour son architecture militaire. C'est une petite agglomération, on est sur une commune qui fait 50 000 habitants, on est un peu moins de 50 000 habitants. Une ville dite moyenne. On est à quelques kilomètres de la Suisse. C'est ici, tout près de Belfort, que se trouve le village de Bourgogne, une localité d'1 millier d'habitants, dominée par son église et entourée par la nature. C'est un environnement qui est très rural, puisqu'on n'est pas loin du ballon d'Alsace. C'est un petit village où tout le monde se connaît. On est à proximité quand même de la ville, il y a quelques activités industrielles. C'est la campagne, il ne passe rien de particulier. C'est là que vit Françoise Safer. Elle a 57 ans, elle est originaire de cette région et elle habite dans ce village de Bourgogne depuis plusieurs années. C'est une femme comme on peut rencontrer des millions en France. C'est votre voisine en fait, Françoise, et c'est une plutôt jolie femme, aux yeux bleus, toujours souriante. C'est quelqu'un de plutôt jovial, plutôt avenant, enjoué, qui effectivement a le contact plutôt facile. Heureuse de vivre, c'est quelqu'un qui aime la vie. D'ailleurs, Françoise exerce un métier qui correspond parfaitement à son caractère. Elle travaille comme employée dans la boulangerie du village. Françoise Safer a tous les jours des contacts avec la population. C'est une figure du coin. Il y a beaucoup de personnes qui la connaissent de par effectivement ses fonctions, où tout le monde va chercher son pain à la boulangerie du coin, et c'est vrai qu'elle est amenée à fréquenter, de par ses fonctions, beaucoup de monde. Françoise Safer est très proche de sa famille, et tout particulièrement de ses enfants. 3 grandes filles, avec qui elle entretient des rapports fusionnels. Disons qu'on se voyait quand il y avait mes parents, on faisait Noël, Nouvel An, tous les fêtes de famille, on était tous ensemble.
Elle appelait ses filles des fois 10 fois par jour. Hein. C'était quelqu'un qui était très attaché à ses filles. Ses filles, c'était tout pour Françoise. Oui, Françoise, c'est les filles avant tout. Hein. Françoise Safer est divorcée du père de ses 3 filles depuis 5 ans. Et elle s'est remariée, voilà 2 ans. Son actuel mari s'appelle Éric Desnoux. À 52 ans, sa profession l'amène à passer beaucoup de temps loin du territoire de Belfort. Éric Desnoux est un chauffeur routier, donc il part partout en France et plus particulièrement dans le Grand Est. Éric Desnoux, c'est une vie classique, j'allais dire ordinaire. C'est quelqu'un de très introverti, de replié. Taille moyenne, sourcils très épais, qui a l'air un peu maussade. On le voit très peu sourire. Physiquement, on avait espéré un peu mieux pour notre maman. Et voilà, après, elle semblait être contente qu'il soit là, donc on était aussi contente pour elle. Madame Safer est une femme très amoureuse et effectivement, elle a beaucoup investi amoureusement parlant. Pourtant, tout n'est pas si simple dans son existence. En cet été 2013, Françoise est en arrêt maladie depuis plus de 6 mois, suite à une lourde opération chirurgicale. Toujours est-il qu'elle a dû être hospitalisée et on a dû l'opérer de l'estomac. Elle ne pèse plus qu'une 40aine de kilos. Elle n'arrivait plus à travailler, elle avait beaucoup de mal en fait de se déplacer sur même des petites distances entre son salon et sa cuisine. C'était l'exploit, quoi. Françoise Safer est convalescente, mais elle reste affaiblie. Malgré ses ennuis de santé, elle vit un quotidien sans histoire, avec un nouveau mari, et surtout avec ses filles, qu'elle aime par-dessus tout. Mais pour Françoise, tout bascule le 30 août 2013. Ce jour-là, en début de soirée, le téléphone de la gendarmerie locale retentit. C'est le mari de Françoise, Éric Desnoux. Et visiblement, le chauffeur routier paraît très préoccupé. Monsieur Éric Desnoux, c'est la fin de semaine, rentre de sa tournée et va contacter les services de gendarmerie locaux pour expliquer que son épouse n'est pas au domicile conjugal. Il explique que sa femme n'est plus là, qu'il est rentré dans la maison et que manifestement elle est partie, qu'elle a laissé sa carte bancaire, ses effets de paiement et qu'elle a dû se sauver. Les gendarmes se rendent à Bourgogne, chez Éric et Françoise. Le mari est de plus en plus inquiet, et pour cause. Sa femme a manifestement quitté le domicile en emportant certaines affaires avec elle. Il voit effectivement, il constate que le téléphone portable et les clés de Françoise ne sont pas sur place. En revanche, la voiture est sur place. Les gendarmes tiquent un peu parce que pour partir loin, il faut effectivement une voiture. Bourgogne est quand même loin des grandes villes. Et il faut au moins une voiture pour partir. Et là, elle l'a laissée. Mais comme Françoise Safer est largement majeure, elle a parfaitement le droit de disparaître. Donc dans un premier temps, on ne fait qu'un signalement pour disparition inquiétante. D'après Éric, son époux, rien de plus normal que la voiture de sa femme soit toujours là. En effet, vu son état de santé, Françoise est incapable de conduire. Elle serait donc partie par d'autres moyens. Mais les membres de sa famille sont également sans nouvelles, ce qui ne lui ressemble vraiment pas. Disparu comment ça Je comprends pas en fait ce qui se passe. Je me dis mais elle peut pas avoir disparu comme ça. Ma sœur, moi, elle pouvait pas marcher, donc elle serait allée où? Sans voiture, elle serait allée où? Le maximum qu'elle allait, c'était à sa boîte aux lettres, donc c'est pas possible. Elle ne peut pas se déplacer. Elle est très limitée physiquement. Sa disparition apparaît, je te dois dire, immédiatement étrange, avant de dire suspecte. Cette disparition est incompréhensible. Reste qu'en interrogeant sa famille, les enquêteurs entrevoient une autre hypothèse. Plusieurs années auparavant, Françoise avait fait une tentative de suicide.
La thèse du suicide de Françoise est envisagée parce que Françoise, en fait, elle a déjà essayé de mettre fin à ses jours par le passé, notamment quand elle était avec son ex-mari. Se suicider, pour moi, c'était pas possible parce que n'importe comment, c'était toujours des appels au secours. Donc, elle aura appelé. Connaissant Françoise, difficile pour les siens de croire à la théorie du suicide. Mais plus le temps passe, et plus l'autre hypothèse, celle d'un départ volontaire, leur paraît tout aussi inconcevable. Alors, qu'a-t-il bien pu se passer? L'angoisse monte de jour en jour. Qu'elle appelle pas les filles, c'était pas possible. Ma sœur pouvait pas être partie quelque part sans appeler ses filles. C'était impossible. Ça faisait une semaine qu'elle avait pu téléphoner à ses filles, alors là, il y a un gros problème, quoi, hein, quand Françoise ne téléphone pas. Et là, je me dis, mais c'est bizarre. Dans mon esprit, je me dis, mais il y a quelque chose de louche, quoi. Vraiment de louche. Aucun coup de fil à ses proches, pas même à ses filles. Ce n'est pas du tout le genre de Françoise. Sa famille, ses amis, ses clients de la boulangerie, tout le monde dans le village et aux alentours se lance à sa recherche. Partout, on a tourné autour de Bourgogne, on a les moindres maisons, les choses comme ça. On a tourné partout. On a utilisé aussi les réseaux sociaux pour la rechercher. On a appelé les hôpitaux. On a remué ciel et terre pour essayer de la retrouver. Bon, ça m'a travaillé, c'est vrai, pendant une semaine. On a continué à la chercher, et puis bon, je me disais, on va la retrouver, on va la retrouver, on va la retrouver. Et puis, rien ne se passait, quoi. Hein. Début septembre 2013. Voilà une semaine que Françoise n'a plus donné signe de vie. Et toujours aucune piste. En étudiant le profil de la disparue, la gendarmerie locale doit se rendre à l'évidence. Est-ce qu'elle aurait claqué la porte et serait partie? Non. Les gendarmes observent que, effectivement, ça ne correspond pas vraiment à un départ volontaire. Elle n'a pas les stigmates d'une personne qui va changer de vie. Parce qu'elle a rencontré un compagnon de 20 ans et qu'elle souhaite s'installer, Dieu sait où, sur la Côte d'Azur. C'est pas ça. Donc là, on se dit, il y a un problème. Autre hypothèse possible, celle d'un enlèvement. Si Françoise a quitté les lieux de gré ou de force, il y a peut-être des indices à trouver dans sa maison. Ou du moins, quelque chose qui pourrait orienter les gendarmes. Le 4 septembre 2013, les services d'enquêteurs prennent l'initiative de perquisitionner au domicile conjugal à Bourgogne. Alors c'est une petite maisonnette, tout ce qui est plus classique, un petit pavillon, dans une commune du territoire de Belfort, une commune un peu rurale. Chacune des pièces est perquisitionnée. Les enquêteurs fouillent les moindres recoins et tout particulièrement les affaires de Françoise. Résultat, aucun indice exploitable. En revanche, ils saisissent 3 téléphones portables appartenant tous à Éric Desnoux. Et c'est en étudiant les bornages des appels du mari qu'ils font une première découverte intéressante. Ce qui surprend le plus les gendarmes sur les téléphones de Françoise Safer et d'Éric Desnoux, c'est le fait qu'ils ont activé des relais aux mêmes endroits en Alsace. Une commune près de Colmar, où Françoise n'aurait a priori rien à faire, puisqu'elle n'est pas du tout de là-bas, et qu'est-ce qu'elle serait allée faire là-bas? Le jour de sa disparition, Françoise n'avait aucune raison de se trouver à 200 km de Belfort. Pour les gendarmes, en tout cas, c'est un premier début de piste. Et si Éric, son mari, n'avait pas dit toute la vérité? Les enquêteurs vont rapidement avoir la conviction qu'en définitive, le téléphone portable de Françoise borne au même endroit que celui d'Éric. Alors que Françoise est censée être chez elle et Éric est censé être en train de travailler. 2 options, hein, c'est très simple. Hein. Soit elle le suit, ce qui est possible, soit il a pris son portable. Cette affaire s'avère plus mystérieuse que prévu. Pour les enquêteurs, une autre vérification s'impose.
celle du système de navigation du camion d'Éric Desnoux. Et on s'aperçoit que le GPS est allé aux endroits où les téléphones ont été activés. On peut supposer à l'époque que les 2 téléphones étaient dans le camion d'Éric Desnoux et allaient aux mêmes endroits. Donc ça voudrait dire que Éric a pris le téléphone de Françoise et donc que sa version finalement est pas si honnête que ça. Des indices qui s'accumulent, mais pas de véritable preuve à ce stade. Les gendarmes pourraient très bien interpeller Éric, le mari. Ils optent cependant pour une autre stratégie. Le laisser libre de ses mouvements et le surveiller discrètement. Pour les proches de Françoise, après 15 jours sans nouvelles, le supplice continue. Ben, ses filles n'y croyaient pas, parce que bon, elle est peut-être partie. Ben, ils avaient toujours l'espoir de revoir leur maman, hein, parce que leur maman, c'était tout hein, pour les filles. Hein. Puis là, du jour au lendemain, plus de nouvelles, quoi. L'espoir est toujours là, je dirais, mais très vite, on va se heurter à un mur. Je sais pas, tous les 3 jours, 2 jours, je harcelais l'enquêteur au téléphone, quoi. Ah, ben les enquêteurs, ils vous disent, au point de vue de l'enquête, on peut rien vous dire. Et forcément, pour les besoins de l'enquête, on n'avait aucune information. Dès que vous n'avez pas de réponse en face, c'est juste insoutenable à vivre. 11 septembre 2013. Le rapport d'enquête de la gendarmerie locale est transmis au procureur de la République de Belfort. Une femme qui disparaît et des bornages téléphoniques qui remontent à son mari, le fameux Éric Desnoux. Bien sûr, on change de dimension parce que jusque-là, bon, on se disait pourquoi pas un suicide, pourquoi pas un départ volontaire. Mais là, c'est étrange. Là, il y a trop d'énigmes, là, il y a trop d'interrogations. À partir de ces premiers éléments, le 12 septembre 2013, une information judiciaire est ouverte. Dans le cadre de cette information judiciaire, c'est la brigade des recherches de Belfort qui est saisie et qui va conduire toutes les investigations. La brigade de recherche, une unité spécialisée dans les enquêtes les plus complexes. Elle réalise d'autres vérifications, bancaires cette fois. Quand les gendarmes de la brigade des recherches font des investigations sur les comptes, ils découvrent des mouvements d'argent entre le compte de Françoise Safer et le sien. On sait que la carte bancaire est utilisée aux endroits où M. Desnoux est susceptible de se trouver. Et ce qui interpelle d'autant plus, c'est que ce n'était absolument pas dans l'habitude de Françoise de confier sa carte à son mari à ce moment-là. C'est aussi un élément qui pose question. Et les questions, elles sont nombreuses à se bousculer dans l'esprit des gendarmes. Que signifient tous ces mouvements bancaires? Pourquoi ont-ils été effectués? Le mari de Françoise aurait-il quelque chose à leur cacher? Là, les gendarmes se disent, il y a anguille sous roche. Tous ces éléments, la soi-disant disparition, l'homme qui utilise le compte bancaire de sa femme quelques jours après la disparition, ça fait beaucoup. Et c'est vrai que ça se concentrait quand même pas mal autour de lui. En fait, on se disait, mais s'il y a quelque chose à trouver, ils vont le trouver, c'est sûr. Un suspect, mais aucune preuve tangible pour espérer le confondre. 15 jours après la disparition de Françoise, les gendarmes passent à la vitesse supérieure. Ils placent Éric Desnoux sous surveillance téléphonique. Et ce qu'ils vont découvrir donne une toute autre dimension à cette affaire. Éric Desnoux est mis sur écoute assez rapidement. Et puis, on voit si effectivement il ne va pas commettre d'impair, commettre de faux pas. Et là, c'est cataclysmique très vite. À peine sorti de chez les gendarmes, il appelle sa maîtresse où il a des discussions extrêmement torrides, on va dire, avec elle. Une maîtresse, pour les enquêteurs, c'est peut-être le grand tournant de cette affaire. Sur les écoutes téléphoniques, aucune ambiguïté possible. Éric Desnoux, leur suspect, multiplie les conversations salaces avec cette jeune femme, une certaine Sandra.
Cet homme qui, quand même, vient de perdre sa femme, en tout cas, qui ne sait pas où elle est, qui devrait être en train de soulever des montagnes, et ben en fait, il a sa vie tranquille. On découvre que Éric Desnoux a un appétit sexuel énorme. Les gendarmes en ont pour leur argent, si vous voulez. Ce qui plaît à monsieur Desnoux, c'est que surtout, c'est une femme qui a un gros appétit sexuel. On voit que la sexualité occupe une place colossale dans leur rapport. Une liaison extra-conjugale, des conversations enflammées, l'image qui se dessine à présent d'Éric Desnoux intrigue les gendarmes. Et grâce aux écoutes, ils identifient la fameuse Sandra, sa maîtresse. Elle est célibataire, elle travaille comme employée. Et surtout, elle n'est âgée que d'une trentaine d'années. Sandra, c'est une femme qui est beaucoup plus jeune que Françoise, qui a une voix très fluette, comme une voix d'enfant, qui est très active sexuellement. La rencontre entre Sandra et Éric est connotée par des jeux sexuels, c'est certain. Ces écoutes téléphoniques sont de plus en plus compromettantes pour Éric Desnoux. Mais il n'y a toujours aucune trace de sa légitime épouse. Les gendarmes seraient-ils sur la bonne piste? D'autant qu'en réinterrogeant les proches de la disparue, ils comprennent que Françoise avait découvert cette relation adultère. Pour eux, un possible mobile commence à se dessiner. Elle a acquis la conviction, Françoise, qu'en réalité, cette infidélité-là, elle a démarré très tôt, à peu près 1 an après le mariage. Elle se sentait humiliée en définitive parce qu'elle avait la sensation que quelque chose lui échappait. Elle ne peut pas faire le poids face à une femme aussi jeune qui apporte une vie sexuelle beaucoup plus intense à son mari. À partir de là, Françoise n'a plus qu'une idée en tête, connaître la vérité. Elle sait qu'elle finira bien par tomber sur la preuve irréfutable de cet adultère. Peu importe sa santé si fragile et cet arrêt maladie qui s'éternise. Donc là, elle va être à la maison. Elle a beaucoup de temps, du coup, à consacrer à son enquête, en fait. Ah ben oui, ma sœur, c'est quelqu'un de tenace. C'est quelqu'un qui recherche jusqu'à ce qu'elle ait le dernier mot. Hein. Elle l'aime, donc elle dit à tout le monde, elle dit, ben moi je voudrais qu'il m'explique, voilà, et puis j'y pardonnerai. Elle y aurait pardonné, quoi. Malgré ses soupçons, Françoise voudrait encore croire qu'elle fait fausse route. Et pourtant, au hasard de ses recherches, c'est un choc qui l'attend. Elle a vu qu'il était inscrit sur plusieurs sites, échangistes, mélangistes, et tout ça, quoi. Elle a fait toutes sortes de sites et elle est tombée sur un site dans l'historique, un site d'échangisme. Et là, elle tombe sur une photo assez évocatrice avec Éric et sa maîtresse. Françoise n'est pas du tout portée sur ce genre de pratique. Alors pour elle, évidemment, tout s'effondre d'un seul coup. Françoise Safer vit très mal sa découverte. Elle avait des doutes jusqu'à maintenant. Maintenant, c'est quasiment des preuves. C'est vrai qu'elle nous en parle, elle nous dit qu'elle pense vraiment qu'il a quelqu'un. Et alors je lui dis, bah maintenant, quand il rentre, tu lui dis que soit il y met un terme ou soit tu lui déménages, et je lui ai proposé de venir à la maison. Françoise décide de suivre les conseils de ses filles. Au prochain retour d'Éric, c'est promis, elle lui mettra sous le nez cette photo si compromettante. Et curieusement, c'est juste après cette découverte qu'elle s'est volatilisée. Les enquêteurs commencent à échafauder un début de scénario. Surtout que sur les écoutes, le mari de Françoise leur révèle une sorte de double visage. À l'époque, Éric Desnoux se présente comme quelqu'un d'éploré, que ce soit avec les gendarmes, avec ses interlocuteurs, voire avec sa belle famille. Alors que quand, par exemple, il va appeler sa maîtresse, Sandra, là, en revanche, il est totalement enjoué. Éric Desnoux est en train de planifier une soirée échangiste avec un autre couple.
Une attitude à double facette, et cette vie très dissolue, si opposée à son quotidien avec Françoise. Pour les gendarmes, plus aucun doute possible, Éric Desnoux avait de bonnes raisons de se débarrasser de sa femme. Lorsqu'on met tout bout à bout, c'est vrai que le puzzle se forme, assurément, et on peut légitimement penser à ce moment-là que Françoise devenait gênante pour son mari. Ça glace un peu le sang des gendarmes qui se disent « Mais attends, cette dame a disparu il y a quelques jours, il ne l'attend pas, il fait comme si elle ne devait pas rentrer le soir ou n'importe quel soir. En fait, il vit comme si elle ne devait jamais plus rentrer. » Début octobre 2013, la famille Safer est sans nouvelles de Françoise depuis plus d'un mois déjà. Pour ses 3 filles, comme pour sa sœur Renée, une attente insupportable. Ma tante passait souvent devant la maison de ma maman pour voir s'il y avait justement du mouvement, si elle revenait, enfin voilà, parce que nous on était restés sur une disparition inquiétante. Je passais quand même assez souvent parce que bon, devant la maison, tout ça pour voir. Et puis j'ai vu qu'il y avait un camion de déménagement. Et puis j'ai trouvé ça bizarre. Renée, la sœur de Françoise, pressent qu'il se passe quelque chose. Elle s'approche de la maison et manifestement, quelqu'un est en train d'y emménager. Et puis un jour, ma tante m'appelle et me dit « Écoute, il est rentré avec une femme dans la maison. » Et moi, ma première réaction, j'étais contente. Je croyais que c'était ma maman, qu'elle était revenue. Puis donc c'est là que j'ai été voir après la boîte aux lettres, et il y avait son nom. Elle était déjà installée là, dans les affaires de ma sœur et tout. Installée dans les affaires de ma sœur, mais ça fait mal, quoi. Ce nom, c'est celui de Sandra, la jeune maîtresse d'Éric. Pour la famille, c'est un tremblement de terre. Françoise reste introuvable, mais elle a bel et bien été remplacée dans son propre domicile conjugal. Les gendarmes sont tout aussi étonnés par la nouvelle. Même si depuis des semaines, d'après les écoutes, le mari semble ne plus se préoccuper du sort de son épouse. Alors Éric Desnoux fait comme si Françoise n'existait plus. Pour lui, c'est une nouvelle vie. Il est installé avec sa maîtresse. Il ne prend plus de nouvelles des filles de Françoise. Ça, c'est terminé. Élément qui interpelle de manière tout à fait considérable les services enquêteurs également, puisque on considère qu'il n'est pas étranger dans la disparition de sa femme. À ce stade, pour les enquêteurs, l'hypothèse la plus probable, c'est qu'Éric Desnoux s'est débarrassé de sa femme pour installer sa maîtresse chez lui. Aussi incroyable que cela puisse paraître, le mari de Françoise a complètement tourné la page. Même s'il évite de se montrer en public avec Sandra. On est dans un petit village, vous savez, quand vous claquez dans les mains au bout du village, on le sait, à l'église. Installer Sandra rapidement après dans ce petit pavillon... C'est vrai que certains voisins trouvent ça louche. Ils voient les va-et-vient de cette femme alors que Françoise vient de disparaître. Forcément, ça pose des questions. Quand on interroge Éric Desnoux sur la présence de cette femme à son domicile, il dit que c'est une colocation, qu'en fait il lui sous-loue une chambre. Une simple colocatrice. Lorsque les gendarmes le questionnent, Éric Desnoux ne se démonte pas. C'est juré. Il n'y a rien de sentimental entre lui et cette jeune femme. Une drôle d'explication qui remonte jusqu'à la famille de Françoise. Bah là, la réaction, c'est la colère. La colère et puis l'incompréhension. Et alors, on appelle les enquêteurs pour leur dire « mais on comprend pas, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous faites rien? Il emménage avec une autre femme. » Eh ben, pour moi, je me dis, c'est un salopard, quoi. Il cherche pas sa femme et puis il emmène quelqu'un à la maison, quoi. Il y a quand même une femme qui est installée là, qui vit dans les affaires de ma sœur, qui sert sa voiture. Je savais en plus qu'il y avait des gens qui venaient, qui faisaient des fêtes, des barbecues, des choses comme ça. J'ai dit, pour moi, il y a quelque chose qui va pas là. La maîtresse qui se substitue à l'épouse disparue.
Pour les gendarmes, voilà peut-être la clé de toute cette histoire. Sauf qu'il manque toujours cruellement de preuves. 2 mois après le début des recherches, il leur faut absolument des indices supplémentaires. Ils décident alors de mettre tous les moyens pour y parvenir. Le 7 novembre, les gendarmes de la brigade des recherches viennent dans la maison pour rechercher des traces de sang. D'abord, on ne va rien trouver. Enfin, rien d'intéressant qui permette de caractériser un homicide. Par contre, on va utiliser le révélateur Blue Star. C'est un produit en fait qu'ils vont vaporiser sur toute une surface et qui va permettre de savoir s'il existe des traces de sang. On peut même voir si les traces de sang ont été nettoyées ou pas. La perquisition qui est menée très rapidement ne donne strictement rien en termes de découverte, d'objets ou d'indices. Par contre, c'est une mine d'or en termes de révélation Blue Star. Ce produit réputé infaillible est appliqué dans toutes les pièces. Et très vite, les techniciens de la gendarmerie comprennent qu'ils ne se sont pas déplacés pour rien. Et là, aux surprises, ils trouvent des traces de sang dans le couloir, dans la chambre à coucher. Au niveau de la cuisine, au niveau du début de l'escalier qui mène à la cave qui est une sorte de garage aussi, et dans le garage, il y en a partout. Et toutes ces traces ont été nettoyées. En tout cas, quelqu'un a essayé de les nettoyer. Le 7 novembre 2013, après ces constatations, la piste criminelle, effectivement, prend assurément une tournure beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus évidente. Ces particules de sang sont envoyées au laboratoire. Le résultat tombe et il est sans appel. Ce sang appartient bien à Françoise. Mais pour son mari, ces traces ne prouvent rien, d'autant qu'il est impossible de les dater avec précision. Selon les enquêteurs, en revanche, ces indices accréditeraient la thèse d'une scène de violence au sein du foyer, alors même que le corps de Françoise demeure introuvable. Là, autant vous dire que non seulement on cherche, mais on ne trouve rien. Rien du tout. Et ça devient très problématique parce que les mois vont passer. C'est très long, hein. Les filles trouvaient le temps long sans arrêt. Ma sœur appelait les enquêteurs sans arrêt aussi parce que tout le monde trouvait le temps long, quoi. Hein. Parce qu'on ne sait pas où elle est, on ne sait pas ce qu'il en a fait. Moi, j'avais mes nièces tous les 2 jours au téléphone qui avaient l'espoir de voir leur mère revenir. Pendant que les filles de Françoise continuent d'espérer, du côté des gendarmes, l'enquête s'accélère encore. Filature quotidienne, surveillance renforcée de ses mouvements bancaires. Il n'est plus question de lâcher Éric Desnoux, un suspect qui jusqu'à présent n'a pas commis le moindre faux pas. C'est qu'ils se rendent compte qu'il utilise les fonds des comptes bancaires de sa compagne pour ses plaisirs personnels. En fait, Éric Desnoux était parti à Strasbourg faire les courses, faire les magasins avec sa maîtresse. Et puis, il était prévu d'avoir une grande soirée à 4, très amusante et très frivole. C'est les fonds de Madame Safer qui vont permettre de payer tout ça. Ainsi, Éric continue de vider méticuleusement les comptes de son épouse. Pour les proches de Françoise, ça n'est pas vraiment une surprise. Car, d'après eux, Éric lorgnait sur l'argent qu'elle possédait depuis leur mariage. Il est tombé sous la pelouse d'or, quoi. Hein. Françoise, une belle petite femme, avec de l'argent, que du bonheur, quoi. Hein. Moi, je pense que c'est pour l'argent. C'est pour l'argent qu'il est venu. Il est venu uniquement pour ça, quoi. Il y a quand même 118 000 € qui ont disparu en rien de temps, quoi. 118 000 €, les économies de toute une vie. Mais où est passé cet argent? Week-end à Paris, en amoureux, et même vacances à l'étranger, en Turquie. Éric et sa maîtresse ne se refusent rien. Une existence de rêve qui va durer plusieurs mois.
Une période où les gendarmes, eux, redoublent d'efforts pour essayer de confondre Éric Desnoux. De jour en jour, leur étau se resserre inexorablement sur lui. À l'issue des enquêtes de téléphonie, de cartes bancaires, de pistage et autres, l'on va avoir des soupçons très précis sur M. Desnoux. Les enquêteurs ont déjà beaucoup d'éléments, mais ces éléments sont des indices, mais ce n'est pas des preuves. À ce stade, les gendarmes n'ont qu'une seule pièce maîtresse entre leurs mains. Ces taches de sang appartenant à Françoise, localisées partout dans la maison. À partir de toutes ces traces de sang, pour les enquêteurs, c'est clair et net. Il y a eu une scène extrêmement violente. Les gendarmes suspectent Éric Desnoux d'avoir tué sa femme. Les enquêteurs, il leur manque un corps. Où est-ce qu'il a pu le mettre? Comment il l'a fait disparaître? Donc tout ça sont des questions qu'on se pose, et puis passé un certain nombre de mois, bon, on n'a pas trouvé, on y va. Bourgogne, 17 juin 2014, plus de 9 mois après la disparition de Françoise. Les investigations ont considérablement progressé, mais pour obtenir enfin un élément décisif, voire des aveux, les enquêteurs n'ont plus qu'une solution. Les gendarmes passent au niveau supérieur et interpellent Éric Desnoux et sa maîtresse, Sandra. Les gendarmes les interpellent tous les deux. Ils pensent à ce moment-là que Sandra a peut-être un rôle de complice. Les équipes d'enquête sont convaincues qu'Éric Desnoux a tué sa femme. Quant à Sandra, l'aurait-elle aidé dans cette entreprise? La maîtresse est interrogée d'abord, mais dès sa première audition, Sandra s'effondre en larmes. Elle affirme tout ignorer des circonstances de la disparition de Françoise. Elle a été soupçonnée, elle a été placée en garde à vue parce que l'on a pensé qu'elle était parfaitement informée, mais elle était informée de rien. Sandra en fait est très rapidement blanchie. Les gendarmes estiment qu'elle ne connaissait rien de la situation. Elle a tout découvert finalement en fait au moment de sa garde à vue. Sandra paraît sincère, et les gendarmes le savent, elle n'a jamais tenu le moindre propos compromettant sur les écoutes téléphoniques. Elle est donc mise hors de cause. Reste à interroger Éric Desnoux, un homme soupçonné non seulement d'avoir tué sa femme, mais aussi d'avoir menti pendant tant de mois à sa famille et aux enquêteurs. On commence à voir se dessiner une personnalité criminelle lourde. Donc c'est quelqu'un qui ne va pas être si facile que ça à faire avouer en garde à vue. Donc cette fois-ci, ils veulent confronter Éric Desnoux à la réalité et surtout lui mettre sous le nez ses contradictions. Et des contradictions, il y en a beaucoup dans cette affaire. En début d'interrogatoire, le suspect campe sur ses positions. Il n'a rien à voir avec cette disparition. Mais les questions des enquêteurs se font de plus en plus précises, de plus en plus insistantes. Pourquoi a-t-il dilapidé l'argent de Françoise? Pourquoi a-t-il installé sa maîtresse à son domicile? Et surtout, que signifient toutes ces traces de sang dans la maison? Alors Éric Desnoux, au début, il dit bah non, c'est pas moi, c'est pas possible, il s'est rien passé, non. Il reste là-dessus, et donc tout au long de la garde à vue, il commence à perdre pied. Donc à partir de ce moment-là, il est coincé quelque part, Desnoux. Il est complètement coincé, si vous voulez. Et il va craquer. Après 3 heures de garde à vue, difficile pour le suspect de résister à la pression des interrogatoires. Il se retrouve dos au mur. Les enquêteurs ont tout fait pour l'acculer aux aveux. Et voilà ce qu'Éric Desnoux finit par leur raconter. En fait, tout serait parti de la découverte par Françoise de cette fameuse photo sur Internet, celle où il apparaît avec sa maîtresse qui pose en petite tenue. Et visiblement, ça a beaucoup chauffé lorsqu'elle a eu
la preuve formelle qu'Éric Desnoux l'a trompé. Et ça va devenir un sujet de discussion, puis un sujet de dispute dans le couple, parce que lui conteste. C'est une jeune femme que je connais, je l'aide. Elle a des difficultés, son ex-mari a été violent avec elle. Je ne te crois pas, mais si je t'assure, non, tu mens. Françoise n'arrête pas d'insulter Éric Desnoux en lui disant « Tu m'as trompé, je le sais ». Il s'insulte, il n'arrête pas. Desnoux évoque une atmosphère conjugale devenue explosive. Et selon lui, le ton serait particulièrement monté quelques jours plus tard. C'était le 28 août 2013, c'est-à-dire l'avant-veille du jour où il a déclaré la disparition de Françoise. Il considère qu'effectivement on est dans ce registre de la scène de ménage qui dégénère. Il ne supporte plus manifestement les reproches qui lui sont faits sur sa relation avec Sandra. Et il explique, n'en pouvant plus de cette discussion, il lui a porté un coup d'épaule. Et ce coup d'épaule a fait dévaler Françoise dans l'escalier qui mène à la cave. Il va craquer en disant mais très clairement, voilà, c'est vrai, je l'ai bousculée, elle est tombée dans l'escalier, et j'ai eu peur et je me suis débarrassé du corps. Face aux enquêteurs, Éric Desnoux raconte avoir été pétrifié par la situation. À cet instant, Françoise est étendue au sol, elle ne bouge plus, elle semble inconsciente. Lorsqu'il se rend compte de ce qui vient de se passer, Éric Desnoux descend au sous-sol, découvre sa femme en sang, elle a une grosse plaie à la tête. Il remonte et va fumer une cigarette pendant un quart d'heure. Un quart d'heure après, il constate que le corps se serait déplacé, environ d'1 mètre, et à ce moment-là, il explique ne pas savoir quelle décision prendre. Alors, que faire? Prévenir les secours? Alerter les forces de l'ordre? D'après sa confession, Éric Desnoux prend tout son temps avant d'agir. Il réfléchit, il remonte dans la salle de séjour. Quand il redescend, il s'aperçoit qu'elle a les yeux ouverts, qu'elle ne respire plus. Elle pense qu'elle est décédée. Eh bien, à partir de l'instant où il est convaincu que sa femme est morte, c'est l'impossible qui s'abat sur lui. La voiture du couple est à 1 mètre ou 1,50 m dans le garage, il ouvre le coffre, il met le corps dans le coffre et puis il va l'abandonner dans un bois. Au petit matin, Éric Desnoux éteint son portable pour ne pas être localisé. Il indique avoir fait route vers la forêt d'Urceret, un endroit très isolé du territoire de Belfort. Les gendarmes espèrent qu'il touche au but. À un moment donné, dans la garde à vue, il a effectivement ce déclic qui consiste à dire je vais vous conduire où j'ai placé le corps. Il vide sa conscience. Et immédiatement, il dit aux gendarmes, je vais vous transporter à l'endroit où j'ai déposé le corps. Ce qui est étonnant, c'est que l'endroit où il dit avoir déposé le corps est très difficile d'accès, et encore plus en voiture. C'est un sentier escarpé qui s'enfonce dans une petite forêt assez épaisse. Ainsi, sans la moindre hésitation, le suspect mène les enquêteurs jusqu'à cet endroit. Une équipe de la police scientifique a été réquisitionnée. Près de 10 mois se sont écoulés depuis la disparition de Françoise. Et il est capable de dire, c'est par là, après quelques recherches, on retrouve des restes humains. Donc une fois sur place, en fait, les enquêteurs découvrent des ossements. Il ne reste plus rien du corps de Françoise. On a retrouvé un crâne, on a retrouvé des côtes, on a retrouvé le tronc, et c'est tout. La famille de Françoise est informée de cette découverte. Après presque une année entière passée entre angoisse et incertitude, tout s'écroule. Au bout de 10 mois, c'est un soulagement. Mais vous avez beau vous attendre, vous attendez jamais, quoi. Il y a toujours quand même une lueur d'espoir, quoi.
Moi, j'ai pensé tout de suite aux filles, quoi. J'ai dit, les pauvres, elles vont avoir du mal, quoi. Et là, on nous annonce que il a avoué et il les a emmenés sur le lieu où il a déposé le corps de notre maman. Bon, alors après, quand j'ai appris qu'il l'avait posé comme ça, puis il l'a laissé au charognard, quoi, en fait, c'est quand même... il faut le faire quand même, quoi. Le 19 juin 2014, Éric Desnoux est mis en examen et incarcéré pour le meurtre de Françoise. Pour le juge d'instruction, le scénario paraît entendu. Les aveux du suspect collent point par point avec les éléments d'enquête, à une seule exception près. Parce que lui, il a dit qu'il a poussé sans faire exprès dans les escaliers. Il ne peut pas y avoir du sang dans la chambre, dans le couloir, au salon, tout partout. Hein. Que faisait ce sang-là? Pourquoi est-ce qu'on a retrouvé beaucoup de sang à l'étage, notamment aux toilettes, dans la chambre, alors qu'elle n'était même pas censée être dans la chambre? Pour les enquêteurs, il s'agit bien d'un crime et non d'un accident. Et pour cause, de telles quantités de sang paraissent incompatibles avec la thèse avancée par Desnoux, celle d'une dispute qui aurait mal tourné. La famille de Françoise, elle aussi, imagine un tout autre scénario. Pour moi, il a dû lui donner 2-3 coups de couteau, et puis après, elle a essayé de se sauver dans les escaliers, et puis elle est tombée dans les escaliers, quoi. Comme elle était faible, elle est tombée dans les escaliers. On suppose qu'elle a rampé, déjà blessée, jusqu'au milieu du garage, et que soit elle est morte, soit elle a été achevée au milieu du garage. Et si nous, on veut pouvoir avancer et garder une belle image de notre maman, il ne faut surtout pas penser à ces éléments-là. Alors, homicide accidentel ou meurtre délibéré à l'arme blanche, l'état de conservation du corps de Françoise n'a jamais permis de savoir si elle avait reçu ou non des coups de couteau. Difficile aussi de savoir si Éric Desnoux a prémédité son geste. Pour tirer cela au clair, les gendarmes réinterrogent certains témoins. Et là, c'est un nouveau coup de théâtre. D'après eux, 6 mois avant sa mort, Françoise aurait été empoisonnée. Elle s'en était même confiée à ses 3 filles. C'était difficile à entendre parce qu'on se dit mais ça peut pas arriver à une chose comme ça, c'est que dans les films. C'est effectivement une femme qui soupçonne son mari de lui avoir administré un produit de type Destop eau de Javel, extrêmement toxique, dans son café. Son mari, c'est-à-dire Éric Desnoux. Les gendarmes n'en reviennent pas. Leur suspect aurait-il déjà tenté d'assassiner sa femme avec des produits toxiques? Pour elle, en fait, elle a pris un café et après elle s'est sentie mal. Alors pour elle, c'était ça. Et alors elle nous regarde et fait mais et si c'était lui qui m'avait mis quelque chose dans le café? Des soupçons auxquels personne n'avait prêté attention à l'époque. Et pourtant, Françoise n'avait survécu qu'au prix d'une lourde opération chirurgicale, l'ablation partielle de son estomac. C'est-à-dire que Françoise, bon, elle était, comme je vous dis, elle était amoureuse. C'est pour ça qu'elle n'a pas déposé plainte. Mais pour moi, c'est qu'il a essayé d'éliminer Françoise en premier avec des produits. Comme il n'a pas réussi ce coup-là, eh ben, il a fait autre chose par la suite. Éric Desnoux avait-il planifié le meurtre de sa femme? Du côté des enquêteurs aussi, c'est maintenant l'hypothèse la plus probable, même s'ils s'interrogent toujours sur le profil si particulier du tueur présumé. On sait très très peu sur lui. Il a grandi dans une famille où il y avait très peu d'affection. Quelqu'un de stoïque, quelqu'un de froid, quelqu'un qui vous regarde droit dans les yeux, n'a peur de rien. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas du tout une seule émotion, qui n'a rien. Il n'a pas d'émotion, quoi.
Il donne l'impression d'être une marionnette, incapable de réaction, alors que tout est intériorisé. Éric Desnoux est interrogé sur ces accusations d'empoisonnement. Mais cette fois-ci, impossible d'en tirer quoi que ce soit. Il nie catégoriquement les faits. Il n'a jamais tenté de l'empoisonner et il n'a jamais voulu, en la circonstance, lui donner la mort. C'est un accident tragique dans lequel il est entièrement responsable, mais c'est un accident qui a provoqué la mort qu'il ne souhaitait pas. Reste que pour la justice, Éric Desnoux pourrait cacher d'autres secrets. Les gendarmes décident alors de fouiller dans son passé. Et ce qu'ils découvrent alors les laisse sans voix. Sa première femme, Chantal, est décédée subitement. C'était 9 ans plus tôt, dans la région d'Orléans, d'où est originaire Éric Desnoux. Et on ne peut pas ne pas s'empêcher de penser à un crime d'empoisonnement. Une jeune femme qui, à son âge, une quarantaine d'années, commence à se sentir de plus en plus mal, jour après jour, qui commence à s'affaiblir. Elle se sentait mal un soir. Ils sont allés voir un médecin. Le médecin leur a demandé de faire des tests sanguins, sauf qu'elle est morte dans la nuit. Quand on découvre la mort étrange de sa première compagne, qui décède comme ça, sans aucun signe, c'est très très étonnant. Effectivement, les gendarmes vont faire des démarches. À l'époque, le médecin avait conclu à un arrêt cardiaque. Ce décès n'avait donné lieu à aucune enquête. Éric Desnoux aurait-il empoisonné Chantal, sa première épouse? Après tant d'années, difficile pour les gendarmes d'en apporter la preuve. On a voulu démontrer que le crime dont Éric Desnoux répondait n'était pas un crime unique dans son existence. Or, l'enquête ne pourra jamais aboutir. Les faits se sont passés il y a plus de 9 ans. On va exhumer des ossements, en tout cas ce qu'il en reste, c'est-à-dire pas grand-chose. Et c'est lorsque les gendarmes ont effectivement découvert qu'ils ne pourraient pas faire d'investigation, qu'on n'aurait aucun élément, y compris médicaux, que la piste a été abandonnée. Le suspect, lui, est catégorique. Il nie toute tentative d'empoisonnement. Faute de preuves, Éric Desnoux ne sera jamais poursuivi pour la mort de Chantal. Il ne devra répondre au final que du meurtre de Françoise, sa deuxième femme. 27 avril 2018, cour d'assises du territoire de Belfort. Éric Desnoux est seul dans le box. Face à lui, les proches de Françoise au grand complet. Voilà presque 5 ans qu'ils attendent des réponses à leurs questions. L'accusé va-t-il avouer dans quelles circonstances sa victime a trouvé la mort? Demandera-t-il pardon à sa famille? J'attends des excuses, j'attends des regrets, j'attends de voir quelqu'un qui se repent, qui regrette tout ça, Pas les regrets, vous savez, c'est une personne qui n'a pas de regrets, ça. Il tue les personnes comme on dit un petit chat, et puis voilà, on les met dans le bois, on s'en occupe plus, et puis on fait sa vie avec une autre femme, puis ainsi de suite, quoi. J'espérais qu'ils disent la vérité, mais bon, c'est quelqu'un qui dira jamais la vérité, parce que c'est quelqu'un de stoïque, c'est quelqu'un qui bouge pas d'un poil, qui... Non, il le dira pas, quoi. Dans le box, Desnoux reste de marbre face aux éléments qui l'accusent. Plus que jamais, l'accusé maintient sa version des faits, celle du geste accidentel. Un accident aux conséquences tragiques, ce sera sa seule et unique ligne de défense durant tout le procès. Pour les proches de Françoise, une épreuve supplémentaire. Et quand j'ai vu qu'il était froid, qu'il n'avait aucune douleur dans le regard, aucune compassion. J'ai vu aucune compassion, j'ai vu un homme qui regardait dans le vide, en fait. Quand on a commis l'irréparable et qu'on n'était pas fait pour ça, on se présente comme on est. Et Éric Desnoux s'est présenté tel qu'il est, avec la personnalité qu'il a. Pour l'avocat de la défense, les jeux sont déjà faits. Il sait que la personnalité insondable de l'accusé risque de peser très lourd au moment du délibéré. De même que son attitude le soir du drame. Si Éric Desnoux
avait appelé la gendarmerie lorsqu'il a découvert que son épouse était morte. Il aurait encouru une peine de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort de son conjoint sans intention de la donner. Le délit de sale gueule, ce n'est pas une invention d'avocats en colère. Le délit de sale gueule, ça existe. Cet homme aurait pu dire tout. Il aurait quand même eu cette étiquette de sale gueule. Or, une sale gueule, on ne vient pas à son secours, on l'écrase. Et c'est ce qui a été fait. Après 2 jours d'audience, la sentence tombe et elle est implacable. L'accusé est condamné à 25 années de réclusion criminelle pour le meurtre de sa femme. L'hypothèse du geste accidentel a été balayée par le jury. Éric Desnoux a fait appel de sa condamnation. Il sera donc rejugé d'ici quelques mois. En attendant, malgré ces années qui ont défilé, le souvenir de Françoise, lui, est resté intact dans le cœur de toute sa famille. On ne peut pas s'imaginer que finir comme ça, quoi. Et personne ne mérite de finir comme ça. Personne. Parce que là, il a enlevé sa fille, il a enlevé son rôle de maman, il a tout enlevé, quoi. Vous savez, ma nièce, elle a eu une petite fille. Donc, ma sœur, elle n'aura jamais eu la chance d'être mamie, quoi. Et ça, c'est très dur. Tout le long de la disparition, on l'appelait, on lui envoyait des textos, j'ai envoyé des mails. Je pense que sa boîte mail, on l'a saturée de messages parce qu'on essayait de la voir en fin de compte au téléphone et pour rien vous cacher, on l'appelle encore de temps en temps. Mais... Direction les États-Unis, à Largo, en Floride. Bill Cosco est découvert mort chez lui un matin de juillet 1986. Il a été tué à l'arme blanche. Avec pour seul élément un portrait robot assez vague, la police débute son enquête. Mais le tueur semble insaisissable. Ce crime restera-t-il impuni? La réponse dans Chronique criminelle. C'était quelqu'un de gentil et de bienveillant. Il était toujours là quand on avait besoin de lui. On lui disait d'être plus prudent et de ne pas ramener n'importe qui chez lui. Mais il ne nous écoutait pas. Bill? Bill? C'est pas vrai. Police secours, j'écoute. C'est le chaos ici. On a trouvé du sang dans l'appartement. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, madame. Votre fils a été assassiné. Bill est mort? Vous le reconnaissez? Mais ce type était forcément quelque part. Le meurtrier était toujours dans la nature. On n'avait plus aucune piste. Malheureusement, on ne pouvait pas prouver qu'il s'était trouvé sur la scène de crime. Les affaires non résolues nous hantent. On y pense toujours. C'est difficile d'avoir l'impression de laisser tomber la victime et sa famille. Il fallait tout recommencer à zéro. Je ferai tout ce que je peux, madame. On l'aura. Largo, au sud de la Floride, est surtout connue pour ses belles plages ensoleillées. C'est en apparence une ville calme et sans histoire. Pourtant, durant l'été 1986, les habitants de Largo vont vivre un drame qui va défrayer la chronique. Car la vie de l'un des leurs a été touchée. Joe Coyle est l'un des meilleurs éléments de la police de Largo. En 2000, il est promu enquêteur. Très vite, sa capacité et sa détermination à résoudre les affaires les plus complexes
attire l'attention de John Carroll, son supérieur hiérarchique. Lieutenant Coyle? Chef? Je pensais vous trouver ici. J'ai un service à vous demander. Cette affaire m'obsède depuis 17 ans. Bill Cosco. 3 juillet 1986, veille de la fête nationale. John Carroll s'en souvient comme si c'était hier. Ce jour-là, la police de Largo reçoit un appel en urgence. Police secours, j'écoute. C'est le chaos ici. On a trouvé du sang dans l'appartement à côté du mien. Je ne sais pas ce qui se passe. Il est 2h20 du matin quand l'inspecteur John Carroll arrive dans ce quartier paisible de Largo. Un corps a été découvert dans l'un des appartements d'une petite résidence. Je filme la scène de crime. Une lampe de table avait été renversée. Et voici maintenant le salon. Je me souviens que la télé était allumée. Il y avait plusieurs grosses taches de sang sur la moquette épaisse du salon salle à manger. Il y a du sang sur le mur. La porte de la chambre était entr'ouverte. Dans la pièce, le corps d'un homme gisait au sol, baignant dans son sang. La victime est un homme d'une trentaine d'années. Un drap, noué autour de ses chevilles, est relié à l'un des pieds du lit. En examinant son corps, j'ai vu qu'il avait reçu plusieurs coups de couteau au niveau de l'abdomen et du cou. Ça ne faisait aucun doute. On avait affaire à un meurtre. L'état du corps indique que la victime est morte depuis au moins 2 jours. Très vite, la police relève des empreintes et recueille les premiers échantillons de sang. Sur le montant de la porte, les agents découvrent une empreinte palmaire complète. Puis ils relèvent d'autres empreintes sur les murs et les meubles. Ils récupèrent également des objets que le tueur aurait pu toucher. Autre constatation, le portefeuille et les clés de voiture de la victime sont introuvables. Mais surtout, il manque l'arme du crime. Il n'y avait aucun signe d'effraction. Donc on a vite éliminé la thèse du cambriolage. La victime connaissait son tueur. Lorsque Carroll sort de l'appartement, un agent est en train d'interroger le voisin qui a appelé la police. Je prends le relais. En voyant la porte d'entrée entr'ouverte, le voisin a jeté un coup d'œil à l'intérieur. Il a vu le sang et a aussitôt appelé la police. En fait, il surveillait l'appartement depuis qu'il avait entendu des bruits suspects. Il y a quelques jours, j'ai entendu 2 types se disputer. L'un d'eux hurlait « Arrête, arrête !» C'était quand? Je l'ai noté. C'était le 30 juin, juste après 19h. Lundi? Il y a 3 jours? Oui, il y a 3 jours. Et pourquoi vous n'avez pas appelé la police? C'était pas mes affaires. Le voisin a pu nous décrire l'homme qu'il avait vu descendre les escaliers en courant. C'était un homme blanc, de taille moyenne, légèrement bronzé. Il avait l'air débraillé et il avait des cheveux blonds, longs et hirsutes. Après avoir noté la description du suspect, John Carroll cherche à savoir qui était la victime. Et cette fois, la chance est de son côté. Stop. C'est eux. Du calme, vous êtes qui? Des amis de Bill. Tim Jankowski et Luis Rodriguez habitent tout près de là et ont accouru en voyant l'agitation. Ils disent à la police que la victime s'appelle Bill Cosco. On avait décidé d'aller le voir ce soir-là. Il devait être 1h du matin. C'est bizarre. C'est ouvert? Bill?
Bill? C'est Tim. C'est pas vrai. J'étais terrifié. J'ai vu les taches sur la moquette. J'ai tout de suite su que c'était du sang. Ça ne pouvait être que ça. Bill? T'es là? Appelons la police. Ouais, t'as raison. On y va. John Carroll commence à interroger les amis de la victime. Il aimerait en savoir un peu plus sur Bill et comprendre pourquoi il a été tué aussi sauvagement. Les deux jeunes hommes, habitués des bars gays de la ville, ont rencontré Bill il y a presque un an. Et ils le connaissent assez pour savoir d'où il vient et ce qui l'a amené à Largo. Bill Cosco est né à Utica, dans l'État de New York, en 1948. Sa petite sœur et lui connaissent une enfance paisible, typique de la génération des baby-boomers. Après l'université, il emménage à New York dans l'espoir de travailler à Broadway. Il essaiera sans succès pendant 15 ans. À 38 ans, il finit par abandonner son rêve et débarque à Largo. C'est là qu'il rencontre Tim et Louis. C'est difficile de percer à New York. C'est la jungle. Mes parents ont une maison de vacances dans le coin. Je connais bien la région. C'est tellement tranquille ici. Ouais, les plages, le soleil, il n'y a rien de mieux. Ouais. C'était quelqu'un de gentil et de bienveillant. Il était toujours là quand on avait besoin de lui. Mais la vie de Bill était plus compliquée qu'il n'y paraissait, car il avait vraiment du mal à joindre les deux bouts. Je peux t'emprunter un peu d'argent? Combien? 10 $? Ouais, bien sûr. Merci beaucoup. Pour Tim et Louis, les problèmes d'argent de leur ami étaient secondaires. D'après eux, ce n'est pas pour ça qu'il a été tué. Ils pensent plutôt à autre chose. Il raconte à John Carroll que Bill avait l'habitude d'aborder des inconnus dans des bars. On y va? Ouais. On lui disait d'être plus prudent et de ne pas ramener n'importe qui chez lui. Mais il ne nous écoutait pas. Bill Cosco a été sauvagement assassiné et son meurtrier court toujours. En manque d'indices pour retrouver le coupable, John Carroll prend les choses en main. Il lance un avis de recherche pour retrouver le véhicule de la victime. Modèle des années 70. Puis il se rend dans les bureaux du médecin légiste pour avoir les résultats de l'autopsie. L'examen du corps confirme que la mort remonte à 3 jours et que Bill a été poignardé. Son torse présentait plusieurs plaies. Sa carotide avait été tranchée et il avait des blessures défensives sur les mains. Des blessures qui avaient été faites avant qu'on ne lui attache les mains. La mort n'avait pas été instantanée. Monsieur Cosco s'était débattu. Qui aurait bien pu en vouloir à Bill Cosco? De retour au poste, John Carroll appelle les parents de Bill et sa sœur Barbara. Allô? Bonjour, Madame Cosco? Oui, c'est moi. Je suis l'inspecteur John Carroll, de la police de Largo. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, madame. Votre fils a été assassiné. Quoi? Je suis vraiment désolé. Bill est mort? Bill? Est-ce que vous savez s'il avait des ennemis à New York qui auraient pu le suivre à Largo? Non, non. Tout le monde l'appréciait. Je ferai tout ce que je peux, madame. On l'aura. C'était l'été, les bars étaient pleins.
On a eu de la chance de pouvoir parler à des clients réguliers qui ont pu nous donner quelques infos. Vous le reconnaissez? Ouais, il vient souvent. Mais je crois pas l'avoir vu cette semaine. Mais demandez aux gars là-bas, ils sont ici plus souvent que moi. Beaucoup de gens reconnaissent Bill, mais personne ne l'a vu le soir du drame. Inlassablement, John Carroll est sur le terrain nuit et jour à la recherche d'une piste. Mais l'enquête piétine. Alors John Carroll décide d'étendre les recherches aux villes voisines, en vain. 3 jours plus tard, un agent d'une ville proche de Largo appelle Carroll. Un policier en patrouille avait repéré une voiture suspecte sur un parking. Les fenêtres étaient baissées. Et c'était bizarre parce qu'il avait plu la nuit d'avant. En vérifiant la plaque d'immatriculation, il s'aperçoit qu'elle est enregistrée au nom de Bill Cosco. Il prévient la police de Largo. Qu'est-ce qu'on a? Venez voir. C'est une mine d'or là-dedans. À l'intérieur, Carroll trouve les clés de la voiture, les papiers d'identité et le portefeuille vide de Bill. Et sous le siège passager, bingo, un canif ensanglanté. Envoie ça direct au labo. John Carroll reçoit les résultats du labo quelques jours plus tard. Le sang sur le couteau est bien celui de Bill. Mais le couteau ne présente pas d'empreintes lisibles. Et les empreintes relevées dans l'appartement n'ont pas permis d'identifier un suspect. On a relevé 49 empreintes. 9 sont toujours non identifiées. Les autres appartiennent aux amis de Bill. Et l'empreinte palmaire? C'est le sang de Bill Cosco. Mais on ne sait pas à qui appartient l'empreinte. D'après le témoignage de ses amis, John Carroll est persuadé que Bill a rencontré son tueur dans un bar. Alors il décide de retourner dans tous les établissements de la région. Vous pouvez jeter un œil? C'est important. Ouais, je le reconnais. Il était accompagné? Il parlait à un type louche, un peu débraillé. Vous pouvez me le décrire? Le barman fait un croquis qui s'avère très utile. L'homme est identifié par plusieurs personnes et grâce aux différents témoignages qu'il recueille, John Carroll pense pouvoir le localiser. Son enquête le mène à Tarpon Springs, car un inspecteur de la police locale se souvient d'avoir aidé un homme qui s'était blessé sur un bateau et qui correspond au croquis. Il errait en ville. Il saignait beaucoup. Il était désorienté. Je l'ai amené à l'hôpital. Tu sais où il est allé après? Il a dit qu'il n'avait pas d'argent et pas d'amis. Je lui ai conseillé d'aller au centre d'hébergement pour sans-abri, à Clearwater. Carroll fonce au centre d'hébergement. L'homme s'y trouve peut-être encore. Oui, il était là. Il n'est plus là? Non, j'ai dû le virer. Il est rentré après le couvre-feu, complètement bourré. Il est parti hier. Vous avez son nom? James Donovan Morgan. Il vous a dit où il allait? Non, mais il a oublié ses chaussures. Vous les voulez? Vu la quantité de sang sur la scène de crime, le tueur en avait certainement eu sur lui. L'inspecteur Carroll envoie tout de suite les chaussures au labo pour analyse. En attendant les résultats, il cherche James Donovan Morgan dans la base de données de la police. Et son nom apparaît immédiatement. James a 33 ans, il a fait de la prison pour cambriolage, vol et agression. La dernière fois qu'il a été arrêté, c'était à Boulder, dans le Colorado. J'ai besoin des empreintes de James Donovan Morgan. Le lendemain, Carroll reçoit une copie des empreintes de James Morgan prises dans le Colorado. À l'intérieur de l'enveloppe, il y a un bonus, une photo de James. La ressemblance avec le croquis est évidente. Viens voir.
Vous l'avez trouvé. Il fallait seulement que les prélèvements confirment bien qu'il avait été sur la scène de crime. Carroll demande une comparaison des empreintes de James Morgan avec celles toujours non identifiées retrouvées sur la scène de crime. Puis il se met à la recherche du suspect. Aussi incroyable que ça puisse paraître, l'homme est resté dans la région. Il travaille pour un club sportif privé et loge dans l'un des cabanons de la propriété. James Morgan est placé sous surveillance jusqu'à ce que la comparaison des empreintes soit terminée. 3 jours plus tard, Carroll reçoit les résultats. Et les nouvelles ne sont pas bonnes. Les empreintes de James ne correspondent à aucune des 9 empreintes mystères et il n'y a aucune trace de sang sur ses chaussures. Ça a été un vrai coup dur. Tout correspondait si bien. Malheureusement, on ne pouvait pas prouver qu'il s'était trouvé sur la scène de crime. Malgré ces résultats, Carroll n'est pas prêt à renoncer tout de suite. Alors il se rend au club sportif pour parler à James Morgan. Je voulais lui poser des questions en tant que témoin. Rien ne le reliait au crime. Vous n'êtes pas allé chez lui? Non, non. Je peux prendre l'empreinte de votre paume? Ouais, mes mains sont sales, c'est pas grave. Non. Ok. Il était très coopératif. Il m'a même laissé prendre l'empreinte de sa main. Et en parlant avec lui, j'ai su que ce n'était pas lui le tueur. Deux jours plus tard, Carroll reçoit l'analyse de l'empreinte et son intuition est confirmée. Les résultats prouvent définitivement que James Donovan Morgan n'a pas tué Bill Cosco. Ça voulait dire que le meurtrier était toujours dans la nature. On n'avait plus aucune piste. C'était très frustrant. Il fallait tout recommencer à zéro. Je m'en suis voulu. Est-ce que si j'avais procédé différemment dès le premier jour, ça aurait changé quelque chose? Les affaires non résolues nous hantent. On y pense toujours. Et même des années plus tard. C'est difficile d'avoir l'impression de laisser tomber la victime et sa famille. En 1990, John Carroll est promu et muté dans un autre service, mais il n'oublie pas cette affaire. Le dossier Bill Cosco rejoint les autres dossiers non résolus en attendant que de nouveaux éléments apparaissent ou qu'une nouvelle piste se dessine. En 1994, 8 ans après le meurtre de Bill Cosco à Largo en Floride, 2 jeunes policiers, Steve McMullen et Bill Shaw, rejoignent la brigade criminelle de Largo. Les 2 hommes sont travailleurs et ils sont réputés pour leur détermination. Bill était très à l'aise sur le terrain. Il savait parler aux gens pour obtenir des infos. Moi, ma spécialité, c'était plutôt le côté technique et scientifique. On ne faisait pas ça pour la reconnaissance. Quand on commençait quelque chose, il fallait qu'on termine. Le duo est chargé de reprendre les affaires non résolues du département. L'affaire Cosco nous a vraiment interpellés. Vu la brutalité du meurtre, les enquêteurs sont convaincus que le tueur n'en était pas à son coup d'essai. Ce type avait forcément déjà été arrêté. Ça ne faisait aucun doute. Depuis le meurtre de Bill Cosco, les méthodes d'analyse scientifique ont beaucoup progressé. La police a de plus en plus recours aux tests ADN et peut maintenant analyser des preuves invisibles à l'œil nu. McMullen et Shaw sont prêts à parier que certains des éléments recueillis sur la scène de crime contiennent encore l'ADN du tueur. Et en particulier, des mégots de cigarettes conservés dans les scellés de l'affaire. C'est parfait. Quand l'ADN est arrivé, ça a été une révolution. C'est l'outil qui nous aide le plus aujourd'hui. Ils envoient les mégots de cigarettes au labo, puis concentrent leur attention sur les 9 empreintes non identifiées. Les 2 enquêteurs photographient les éléments,
et envoie des demandes officielles à tous les départements pour qu'ils comparent ces empreintes à celles de leur base de données. Un travail colossal, mais McMullen et Shaw ne baissent pas les bras. Ils sont certains que d'une manière ou d'une autre, leurs efforts vont payer. Au cours des mois suivants, l'équipe reçoit des douzaines de réponses, toutes négatives. Encore raté. McMullen? Et les résultats de l'analyse des mégots sont aussi décevants. Il n'y a pas assez de matière pour créer un profil génétique ou pour effectuer une comparaison. Malheureusement, aucune nouvelle piste n'aboutira véritablement. En 1999, 13 ans après les faits, Bill Shaw est promu sergent et quitte la brigade criminelle. Steve McMullen prend sa retraite en 2001. L'affaire est de nouveau mise de côté, mais dans le département, personne ne l'oublie. Surtout pas John Carroll, qui depuis est devenu chef adjoint. Nous sommes en 2003. C'est à cette époque qu'il fait la connaissance de Joe Coyle, une nouvelle recrue. Ça va, chef? Vous ne vous arrêtez jamais. Impressionné par la réputation de ce nouvel enquêteur, John Carroll décide de lui confier l'affaire Bill Cosco. Il avait vraiment un don pour résoudre les vieilles affaires. Il maîtrisait parfaitement les nouveautés techniques et scientifiques. Et il avait déjà résolu plusieurs crimes violents. Depuis plusieurs années maintenant, les différents systèmes d'identification d'empreintes ont été rassemblés en une seule base de données. Mais quand Coyle lance une recherche pour les fameuses empreintes non identifiées... Pas de résultat. Réessaye. Je n'arrivais pas à y croire. Ce type était forcément quelque part. C'était impossible qu'il n'ait pas commis d'autres crimes. Coyle est chargé de plusieurs dossiers qu'il résout les uns après les autres. Mais partout où il va, il pense au meurtre de Bill Cosco, la seule affaire qui lui échappe. Coyle. Bonjour, c'est Jill Kincaid à l'appareil. Qui? Jill Kincaid. La Jill Kincaid? Jill Kincaid est une spécialiste des empreintes digitales. Dans le milieu de la police, tout le monde la connaît. Elle se passionne pour les affaires non résolues et est souvent amenée à travailler sur de vieux dossiers. Il y a 10 ans, McMullen et Shaw lui avaient envoyé les 9 empreintes non identifiées. Et régulièrement, elle relançait une recherche, en vain. Mais ce jour-là, sa persévérance va finir par payer. C'était les empreintes d'un majeur, d'un annulaire et d'un pouce. Ces empreintes relevées sur une tasse trouvée sur la scène de crime correspondent enfin à un individu enregistré dans la base de données. Ça devrait vous plaire. Les empreintes appartiennent à un cambrioleur arrêté en Floride en 1978. Il s'appelle Jeffrey Scott Thomas. Pour le localiser, Joe Coyle fait appel à l'agent Sharon Feola, basé en Floride. J'ai utilisé la base de données qui recense les criminels de Floride. J'ai tapé Jeffrey Scott Thomas, sa date de naissance et son numéro de sécurité sociale. J'ai trouvé le casier judiciaire d'un certain Jeffrey Scott Baker. Jeffrey Scott Thomas était l'un de ses pseudonymes. L'homme a plus de 10 pseudonymes. Coyle se plonge à son tour dans son dossier et découvre que le suspect est un récidiviste. Son casier remonte à 1973 et il a fait plusieurs séjours en prison pour trafic de drogue, cambriolage, agression et braquage de banque. Il avait été arrêté 14 fois dans plusieurs États, de la Floride à la Californie. Sharon Feola fait le tri parmi les pseudonymes et finalement parvient à retrouver sa véritable identité, Jeffrey Scott Payne. Payne est né en 1955 dans le Minnesota. C'est le seul garçon d'une famille de 4 enfants. Son père est dans l'armée de l'air et la famille déménage souvent. À l'école, Jeffrey est sans arrêt persécuté et il finit par se replier sur lui-même. À 16 ans, il quitte la maison familiale
et se met à enchaîner les petits boulots mal payés. À 20 ans, il se fait arrêter pour vol. C'est le début de sa vie de criminel. Coyle et son équipe contactent tous les services de police qui ont eu affaire à Payne. Je voulais tout ce qu'ils avaient. On avait 13 pseudonymes. On voulait être sûr que ces 13 pseudonymes correspondaient à la même personne. Ce qu'on redoutait, c'était de recevoir des photos montrant des personnes différentes. Là, on aurait eu un vrai problème. Les éléments commencent à arriver. Le cœur de Coyle s'emballe. C'est le même homme sur toutes les photos. Il a des cheveux blonds en broussailles, comme l'avait dit le voisin de Bill Cosco. De plus, ses empreintes correspondent à celles relevées sur la tasse, mais aussi à celles qui n'avaient pas encore été identifiées. Pourtant, le travail n'est pas encore terminé. À ce moment-là, je n'avais que des empreintes digitales. Ça voulait dire que Jeffrey Scott Payne s'était trouvé dans l'appartement de Bill Cosco, mais c'est tout. Ce n'était pas suffisant pour affirmer qu'il avait commis le crime. Il n'y a qu'un élément qui pourrait définitivement prouver que Payne est bien le meurtrier. C'était l'empreinte palmaire. Le sang était celui de Bill Cosco. Mais l'empreinte n'appartenait pas à M. Cosco. Seul le meurtrier a pu laisser cette empreinte sur le montant de la porte, après avoir tué Bill Cosco. Coyle espère que lors de l'une de ses arrestations, Payne aura dû fournir une empreinte palmaire. Et il a de la chance. Après avoir braqué une banque dans l'État de Washington en 1982, Payne est arrêté. Braquer une banque est un crime fédéral. Dans ces cas-là, on prend une empreinte de paume. Le 29 mars 2004, Coyle reçoit une copie des empreintes palmaires de Payne envoyées par le FBI. Il les apporte personnellement au labo pour qu'elles soient comparées. 10 jours plus tard, les résultats tombent. Lieutenant Coyle? Bonjour, c'est Jim du laboratoire. On a vos résultats. Je vous écoute. Vous allez être content. J'étais à mon bureau et on m'a dit l'empreinte palmaire de Jeffrey Payne correspond à l'empreinte sanglante trouvée sur la scène de crime. Ça a été un moment incroyable. Après 18 ans, Coyle peut enfin reconstituer ce qui s'est passé la nuit où Bill Cosco a été tué. Ce soir-là, Bill avait fait la tournée des bars. Dans l'un d'eux, il avait rencontré Jeffrey Payne. Après quelques verres, les deux hommes étaient allés chez Bill. Il fait trop chaud, viens. Ok. Puis, la soirée avait viré au cauchemar. Arrête! Arrête! Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Non! Est-ce que c'était un acte sexuel qui a mal tourné? Je ne sais pas. Est-ce que Payne voulait sa voiture? C'était un criminel. Je pense qu'il voulait juste le voler. Malgré les coups de couteau qu'il reçoit, Bill réussit à se relever. Pour s'assurer qu'il ne bouge plus, Payne l'attache au pied du lit. Puis il attrape les clés de la voiture de Bill et quitte les lieux. Bill Cosco meurt quelques heures plus tard. Joe Coyle n'a plus qu'une idée en tête, passer les menottes à son meurtrier. Tout ce qu'il lui faut maintenant, c'est une adresse. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Sharon m'a appelé et m'a dit « Jeffrey Payne est mort ». Je lui ai dit « C'est pas vrai ». Elle m'a dit « Si, il est décédé en 1993 en Californie ». J'ai commencé à douter.
Est-ce qu'on avait vraiment retrouvé le bon type? Il a commis des braquages, il a tué quelqu'un, il a une dizaine de pseudonymes. Comment être sûr qu'il n'a pas simulé sa mort? Il n'y avait plus qu'une chose à faire, retrouver l'un de ses proches et lui montrer les photos que j'avais. Et espérer qu'il ou elle me confirme que c'était bien Payne. D'après les archives, Payne est mort alors qu'il était en soins palliatifs chez sa sœur, Katie Johnson. Les enquêteurs retrouvent rapidement la nouvelle adresse de Katie, en Caroline du Sud. Joe Coyle et un autre enquêteur de la police de Largo se rendent chez elle dès le lendemain. Bonjour. Cathy, Oui. on est de la police. On aimerait vous parler de votre frère, Jeffrey. Qu'est-ce que vous voulez à mon frère? Nous avons des éléments qui prouvent que votre frère a tué quelqu'un en 1986 à Largo, en Floride. Il est mort en 93. Dans mes bras. Du sida. On lui a montré une photo et elle nous a confirmé que c'était Jeffrey. Et voilà, affaire conclue. Elle était bouleversée. C'était dur de la voir comme ça. On ne s'est pas attardé. On ne lui a pas donné de détails et elle ne nous en a pas demandé. À l'époque, dans la région, beaucoup d'agents de police étaient homophobes. J'étais un peu inquiet. Mais finalement, tout s'est bien passé. Les enquêteurs de Largo à qui j'ai eu affaire se sont montrés très gentils et respectueux envers moi. Bill aurait apprécié la façon dont son affaire a été traitée. Quelques jours après la résolution de l'affaire, Joe Coyle reçoit une lettre de Barbara, la sœur de Bill. Cher lieutenant Coyle, je vous écris de la part de mes parents, monsieur et madame Cosco. Je leur ai parlé de vous et de votre travail. Je leur ai annoncé que vous aviez retrouvé le meurtrier de mon frère. Mon père avait les larmes aux yeux. Et ma mère était très heureuse de savoir que l'homme responsable de la mort de son fils avait enfin payé. J'aimerais vous adresser mes remerciements les plus sincères pour tout le temps et l'énergie que vous avez consacrés à cette affaire. Nous vous sommes éternellement reconnaissants. Je n'échangerai cette lettre pour rien au monde. On n'a pas l'occasion de résoudre beaucoup d'affaires comme celle-ci. C'était super de pouvoir se dire « ça y est, je peux passer à autre chose ». Notre émission est maintenant terminée. À bientôt sur TFX pour un nouveau numéro de Chronique criminelle.